présentez la démocratie directe comme un nouveau système pour modifier la loi centrale. Mais la gouvernance de la société ne se fait pas qu'au niveau du pays, de moins en moins d'ailleurs. Elle se fait à différents niveaux. Associations et autres collectifs, entreprises, collectivités, États, Europe, multinationales, organisations mondiales, ONU, FMI, etc. Le problème est dans la place laissée à chacun de ces niveaux. C'est là que la démocratie participative a un rôle déterminant à jouer, alors qu'elle n'est aujourd'hui qu'une vaste farce. Bon, je vois que vous revenez à la charge avec cette fameuse démocratie participative, tout en remarquant d'ailleurs que la façon dont elle est menée actuellement n'est qu'une vaste farce, c'est ce que vous dites. Ce qui laisse clairement entendre qu'elle pourrait être quelque chose de formidable ou tout au moins de déterminant. Le problème, c'est que vous ne nous dites pas ce qu'il faudrait changer dans la conduite actuelle de la démocratie participative pour qu'elle ne soit plus une vaste farce, comme vous dites, et qu'elle devienne au moins quelque chose. Ce quelque chose me fait d'ailleurs penser et me ramène encore une fois à Emmanuel Sieyès, qui dans son pamphlet intitulé « Qu'est-ce que le tiers-État » comprenait le tiers-État comme un euphémisme désignant tout simplement le peuple. Sieyès écrivait dans ce pamphlet en 1789, premièrement, qu'est-ce que le tiers-État? Réponse, tout. Deuxièmement, qu'est-il aujourd'hui dans l'ordre politique? Réponse, rien. Troisièmement, que demande-t-il à y devenir demain? Réponse, quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire, comme vous dites, un rôle déterminant à jouer par rapport à la démocratie participative. On sait maintenant comment les maîtres du pouvoir politique ont transformé ce quelque chose, en fait, en pas grand-chose. Et on pourrait faire un parallèle intéressant avec le traitement de la démocratie participative. Mais si on s'attache à la signification exacte de l'adjectif participative, cette appellation sous-entend certes que le peuple participe au fonctionnement de l'organisation collective, mais sous-entend également qu'il y a d'autres participants à ce fonctionnement, c'est-à-dire les élus, les mandataires du système représentatif. Il apparaît donc que cette démocratie participative est intimement liée à l'existence même de la démocratie représentative, voire qu'elle ne peut exister sans elle. Si je traduis bien la pensée des zélateurs de la démocratie participative, comme il semble que vous fassiez partie, démocratie participative qu'on nomme aussi parfois démocratie collaborative, celle-ci aurait été inventée pour pallier les défauts et les carences de la démocratie représentative ou pour lui ôter un peu de son pouvoir au profit de celui du peuple proprement dit. Mais cette formule ne nous dit pas, premièrement, si cette participation du peuple est déterminante, deux, si elle prévaut sur celle des élus et mandataires, et dans quel cas, trois, comment cette participation est-elle déterminée, quatre, déterminée, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de désigner un ou plusieurs échantillons populaires, ce qui reviendrait se rapprocher d'une logique de représentation, ou est-ce qu'il s'agit d'une participation aléatoire de type tirage au sort? Ou encore, s'agit-il d'une participation très élargie, ce qui, là, nous rapprocherait de la démocratie directe? Le problème, c'est que les zélateurs de cette démocratie participative réelle, c'est-à-dire celle qui ne soit pas une farce, comme vous le dites, ne nous donnent aucune réponse à ces questions. Ils en restent, malheureusement, au niveau des concepts généraux, sans donner de mode d'emploi détaillé de cette démocratie participative qui leur semblerait idéale. Mais avant même de débattre sur le mode de démocratie souhaitable, il y a un autre problème à régler. C'est celui qui concerne la confusion sur le terme de gouvernance que vous utilisez. Vous dites, la gouvernance ne se fait pas qu'au niveau du pays, mais à d'autres différents niveaux. Et là, vous semblez opposer ou distinguer
une gouvernance qui serait celle de l'organisation centrale, c'est-à-dire de l'État jacobin, et une gouvernance de tous les autres types d'organisations qui composent la vie sociale, et que vous citez pêle-mêle, associations, collectifs, entreprises, collectivités, Europe, multinationales, organisation mondiale, etc., etc. Il faut savoir de quoi nous parlons. Vous faites manifestement une confusion malheureusement très courante dans ce genre de débat entre ce qui est du domaine de la loi et ce qui est du domaine de la décision opérationnelle. La loi, au sens générique, représente toute règle qui s'impose aux citoyens de façon coercitive, c'est-à-dire que la non-observation s'accompagne d'une sanction. Signalons au passage qu'une règle non pourvue d'une sanction ne peut recevoir juridiquement l'appellation de loi. Remarquons également que le corpus législatif de la démocratie représentative fractionne le concept de loi en différents sous-concepts qui se nomment règlements, arrêtés, décrets, ordonnances, circulaires administratives, voire directives européennes, qui ont tous une nature identique de loi, ce qui veut dire qu'ils s'imposent de façon coercitive aux citoyens, que ce soit par une interdiction ou une obligation de faire, et que leur non-observation entraîne une sanction pénale exécutée par la force publique. Certains diront la violence légale. Quand je parle du corpus législatif de la démocratie représentative, ce n'est pas une simple clause de style. Et cela signifie que ce fractionnement de la loi correspond très exactement aux différentes catégories de représentants habilités à fabriquer cette loi, députés, ministres, préfets, maires, technocrates, etc. À chaque type de mandataire correspond un type de loi, alors qu'en démocratie directe, il n'existe qu'un type de loi initiée, délibérée et votée par le peuple. À l'intérieur d'une même nation, la loi est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique identiquement à chaque individu sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est l'article 1 de la Constitution actuelle que nous validons sans réserve. Et cette loi, c'est précisément le cadre de toute gouvernance. Elle ne se fait qu'au niveau du pays, contrairement à ce que vous prétendez. Lorsque vous parlez de la gouvernance des associations, des collectivités locales, des entreprises, vous parlez d'autre chose. Il s'agit là de la façon de prendre des décisions dans le cadre d'organisations spécifiques, organisations elles-mêmes encadrées par la loi générale. Le choix de mode démocratique entre la démocratie représentative, la démocratie participative, la démocratie directe, ou une savante mixture introduisant une dose adéquate de chacune d'entre elles dans un tout, ne concerne que le système de fabrication des lois et pas le mode de gouvernance des associations, entreprises ou collectivités, mode qui est du ressort contractuel des acteurs concernés. Lorsque nous proposons de remplacer le système démocratique actuel par un système de démocratie directe, nous parlons de l'installation d'un nouveau mode de fabrication de la loi. La démocratie directe est avant tout un dispositif à vocation législative générale et pas un mode d'emploi de gouvernance à usage des différentes organisations composant l'activité socio-économique d'une nation. Par ailleurs, et contrairement à ce que certains pourraient penser, la démocratie directe telle que nous la concevons n'élimine pas toute forme de représentation collective, puisque nous validons la nécessité d'une fonction exécutive de l'État par l'intermédiaire d'un certain nombre de services publics. La logique de la démocratie directe va alors se décliner sur le mode de contrôle par le peuple de ses représentants et mandataires, et toute la nuance est là. Et je pense également la source de la confusion. Prenons des exemples concrets. Une collectivité locale décide d'entreprendre la construction d'un aéroport près de Nantes. Il s'agit là d'un ouvrage public, puisque a priori géré par la collectivité. Dans ce cas de figure, interviennent deux types de décisions. L'une, qui relève de la loi, c'est l'expropriation des résidents sur le terrain destiné à l'aéroport. Cette décision est rendue possible par l'application de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est annexé à la Constitution de 1958, article qui permet de déloger un propriétaire de sa propriété moyennant une juste compensation financière.
En démocratie directe, cette loi aurait été élaborée et votée par l'ensemble des citoyens. L'autre type de décision, pour cet aéroport, relève de l'action opérationnelle exécutive, en l'occurrence de la collectivité locale, et n'a rien à voir avec la loi proprement dite, dans la mesure où la construction d'un aéroport n'est pas un acte de fabrication de la loi, mais un acte de gouvernance ordinaire s'effectuant dans le respect de la loi. Il ne faut donc pas confondre gouvernance d'une organisation, même organisation étatique, avec action législative. Autrement dit, la fonction législative, ce n'est pas de la gouvernance. Ceci est une première mise au point importante. Prenons un deuxième exemple qui va nous permettre de faire une deuxième mise au point par rapport à la notion de gouvernance. L'association Terre de Liens collecte de l'argent citoyen auprès de 10 000 personnes pour acheter des terres agricoles en vue de les louer à bail à des agriculteurs bio. Les frais de fonctionnement de cette organisation sont financés par des fonds publics, ce qui permet de payer une soixantaine de salariés. Malgré l'importance de l'assise citoyenne de cette organisation, 10 000 personnes environ, les décisions sont prises par une minorité de personnes, c'est-à-dire par les membres du bureau ou du conseil d'administration, comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les associations. Les adhérents de base ne sont convoqués qu'une fois par an pour approuver en bloc un rapport de gestion suffisamment succinct et abscons pour ne pas être discutable, d'autant que les procédures de débat interne permanent n'existent pas, comme d'ailleurs dans toutes les autres associations. Si nous considérons que ce fonctionnement pose problème, c'est manifestement un problème de gouvernance, puisque les caractéristiques de l'encadrement juridique des associations, loi 1901, n'empêchent pas l'organisation concernée de faire participer l'ensemble de ses membres au processus de décision. Là encore, nous voyons bien que le problème de gouvernance est distinct de celui de gestion de la loi. Prenons un troisième exemple. La multinationale Danone prend ses décisions par l'intermédiaire d'un PDG élu par un conseil d'administration composé d'actionnaires. Le PDG est donc responsable devant lui et devant l'UCL, le conseil d'administration. L'ensemble des salariés revendiquent de participer à l'élaboration des décisions importantes, voire à obtenir un droit de veto, voire encore un droit de révocabilité sur le PDG. Actuellement, ce type de revendication de participation n'est pas possible, car les caractéristiques de la loi, c'est-à-dire du droit des sociétés, ne le permettent pas. C'est donc un problème de législation et pas un problème de gouvernance. Ces trois exemples, que nous pourrions multiplier à l'infini, montrent bien la confusion qui peut s'établir dans les esprits lorsqu'on élargit la réflexion sur la démocratie à l'ensemble des rouages de l'activité socio-économique d'une nation. Autrement dit, il est important de bien comprendre qu'en politique, la notion de démocratie ne concerne que l'élaboration de la loi et ses conséquences immédiates et non pas les conditions de fonctionnement de tous les types d'organisations humaines. Bien sûr, rien ne vous empêche, si vous en avez envie, de parler de démocratie dans les instances publiques, dans les associations, dans les entreprises, mais vous faites là une extension sémantique, voire un abus de langage, et vous prenez le risque de brouiller le débat, de mélanger les idées. Mais revenons à nos trois exemples et voyons concrètement comment la démocratie directe pourrait impacter leur fonctionnement actuel. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport, les mandataires du service public agiraient en conformité d'un programme d'aménagement du territoire présenté lors de l'élection gouvernementale quinquennale et dans le cadre d'un mandat impératif, si on avait la démocratie directe. Ce qui signifie que le peuple aurait déjà approuvé au préalable les grandes lignes du programme d'aménagement du territoire présenté par l'équipe gouvernementale lors de son élection. Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, les agoras locales concernées auraient un droit de veto pour annuler le projet, quelles que soient les circonstances. C'est un deuxième point. Troisièmement, les agoras pourraient même révoquer le mandataire public responsable en cas de non-respect des termes du programme prévu.
Voilà pour ce qui concerne le niveau de la gouvernance. Pour ce qui concerne le niveau de la loi d'encadrement, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, qui permet les expropriations, pourrait être modifié au niveau national par l'ensemble des agoras. Deuxième exemple, dans le cas de Terre de Liens, il convient de préciser, signaler au préalable que cette association, comme la quasi-totalité des associations intervenant dans la sphère économique, est financée par des fonds publics. Nous sommes donc en droit de nous demander si tout ce tissu associatif, cette nébuleuse fédérée sous l'acronyme d'ESS, Économie sociale et solidaire, ne relève pas tout simplement d'une délégation de services publics, au même titre que la sécurité sociale par exemple, ou Pôle emploi. Dans ces conditions, il n'y aurait guère de différence à faire entre la gouvernance de ces organisations et celle des services publics proprement dits dont on vient de parler. Je rappelle que nous parlons bien de gouvernance, puisque en démocratie directe, la fonction législative ne relève pas de l'État. Celui-ci n'exerçant que la fonction exécutive par l'intermédiaire des différents services publics et dans le cadre du respect de la loi établie par les agoras, c'est-à-dire par le peuple. Nous voyons donc que toutes ces associations devraient être assimilées à la fonction publique et elles tomberaient alors, de fait, sous le contrôle des agoras, qui, comme dans le cas précédent, pourraient exercer droit de veto et droit de révocation sur les mandataires. Droit de veto sur les décisions et droit de révocation sur les mandataires. Dans le troisième cas d'une multinationale comme Danone, la participation des salariés aux décisions de l'organisation ne pourrait être décidée que par une modification de la loi sur les sociétés. Cette modification impacterait nécessairement le droit de propriété relatif aux actionnaires. Cette modification pourrait être réalisée sans problème par le peuple, si une majorité requise le souhaitait, via les agoras. Cette forme de participation-là relève donc de la loi et non pas de la gouvernance. Avec ces exemples concrets, nous voyons donc bien clairement comment l'installation de la démocratie directe pourrait impacter la participation des citoyens au processus décisionnel dans les différents types d'organisations socio-économiques de la nation. Ce que je viens de décrire ressemble-t-il à ce que vous nommez démocratie participative et que vous appelez de vos voeux? Si oui, ce serait une convergence purement sémantique, puisque nous donnerions deux noms différents à un même système. De plus, notre travail sur la démocratie directe aurait permis de préciser le mode opératoire du concept on ne peut plus flou de démocratie participative et de lui donner enfin du sens en le fusionnant dans celui de démocratie directe. Par contre, si votre démocratie participative, telle que vous l'imaginez, est autre chose que ce qui vient d'être décrit, nous attendons avec impatience que vous nous communiquiez les caractéristiques précises de cette autre chose.